Bonjour, je voudrais en premier, si vous voulez bien, saluer toutes les personnes qui ont fait un grand effort de venir malgré la pandémie en présentiel et remercier toutes celles qui sont en visio et en particulier le professeur Claude Hurier que je vois là et qui va nous faire le plaisir à la fin de ces 2 journées de nous faire une conclusion particulièrement aiguisée comme il sait le faire jusqu'à maintenant. Et j'ai vu que mon alter ego, c'est difficile de dire cela, mais c'est bien que ce soit Michel du Québec qui est responsable, comme je vous l'annonçais. Est-ce que je peux parler et que vous ne parliez pas aussi? Vous savez, je n'ai pas changé, je suis intransigeant. Avec moi, quand je parle, c'est le silence qui règne. Bien. Donc, Michel Stanton-Jean se trouve être mon alter ego, c'est-à-dire qu'elle s'occupe, elle est responsable de l'IREB, c'est-à-dire l'Institut international en recherche biomédicale, qui vous réunit aujourd'hui ici, et pour toute la partie qui est la partie québécoise. Et je vous rappelle que nous sommes 6 heures en fait après, ce qui veut dire que chez elle, il doit être, mon Dieu, vous vous rendez compte? Et donc le fait qu'elle soit là au bout de son ordinateur montre bien à la fois l'intérêt qu'elle voit dans cette réunion et surtout la grande amitié qu'elle a avec vous tous, puisqu'elle vous connaît depuis les 20 ans que nous travaillons ensemble. Donc Michel, un grand plaisir de nous retrouver. Et si tu piques un moment du nez, on t'en voudra pas, parce qu'il est quand même fort tard dans la nuit québécoise à Montréal. L'Institut international en recherche biomédicale se trouvait être un institut sans mur qui avait été, je dis avait, financé pendant 5 ans en particulier par nos 2 gouvernements. Et il y avait eu un postulat qui avait été fait à cette époque-là qui était bon, on veut bien commencer, c'est tout à fait original, c'est fondamental, mais après, vous verrez bien pour avoir des financements. Alors déjà, premièrement, les financements, on ne les a jamais eus. Ça, ce n'est pas un problème. On a construit une association et on continue sans trop d'argent, mais avec, je dirais, un certain nombre de sponsors quelque part, c'est-à-dire les universités, en particulier l'université de Paris, qui maintenant s'appelle Université Paris-Cité, et qui nous accueille avec ses locaux, avec ses moyens. Et je tiens à remercier particulièrement ceux qui permettent tout cela, c'est-à-dire mes élèves. Vous vous rendez compte, j'en arrive à un point maintenant, il faut que je remercie mes élèves d'être là, vu que la vieillesse, n'est-ce pas, de plus en plus se fait sentir. Bien sûr, comme tout à fait, en tant que secrétaire général de la Société française et francophone d'éthique médicale, Corto Stockley qui est le trésorier, et grâce à tout cela, nous arrivons à fonder, et bien sûr, toute l'équipe de l'audiovisuel qui est derrière et qui fait en sorte que tout soit retransmis, en particulier sur YouTube, SFEM également. Voilà, je pense que vous n'êtes pas venu pour m'écouter trop, simplement savoir que nous avons voulu, à l'occasion d'une initiative d'une université fille de l'Université de Paris, qui est l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui a décidé de développer un département de santé pour réfléchir sur la santé en général suite à cette pandémie, avec l'obligation d'ouvrir vers l'environnement et ne pas rester simplement sur une santé humaine, sur ce qu'est la médecine et ses disciplines. Par contre, nous ouvrons aussi, bien sûr, sur la santé, les rapports avec les virus et bien sûr avec les réservoirs de virus, c'est-à-dire avec les animaux. Et c'est pour cette raison particulièrement, nous avons eu le concours de l'Académie
Vétérinaires de France qui nous appuient dans tout ce que nous sommes actuellement en fait. Ils ne sont pas là parce qu'au même moment, ils ont eux aussi, et je ne suis pas présent en grande partie parce que je suis avec vous. Et donc, il y a une santé animale aussi, et donc envisager désormais sur une vision, un nouveau paradigme. Et c'est dans ce paradigme que rentrent en définitive, si vous voulez bien, les nouvelles technologies, et là, avec la réflexion éthique qui s'y append. Comme je le disais un tout petit peu aux personnes qui sont là en présentiel, nous ne sommes pas obligés d'avoir tous le même avis, et au contraire, la réflexion éthique est personnelle, et ensuite, comme je le rappelais, chacun d'entre nous peut être amené à proposer un article pour fin juin qui nous permet ensuite de faire, comme d'habitude depuis 20 ans, un excellent ouvrage reconnu par tous nos pairs aux éditions Dalloz. Voilà ce que je voulais dire, en remerciant tous ceux qui sont, en visioconférence. J'ose pas donner la parole à Michel. Est-ce que tu peux prendre la parole 2 minutes, Michel? Alors, bien, bonjour à tous, à toi, Christian, mon ami. Et voilà, je pense que nous avons un très bon programme et que ce sera très intéressant parce que cette fameuse intelligence artificielle pose plusieurs questions éthiques ainsi que l'approche One Health, santé globale ou santé contenant l'environnement, les éléments sociaux, etc. Alors donc, salut à tous et toutes. Merci beaucoup, Michel. C'est vraiment un grand réconfort de t'avoir à cette heure-ci, magnifique. Et c'est vrai que chacun amènera, comme je disais, son point de vue, bien sûr, particulier. Des équipes de l'Université de Paris, en plus, interviennent et vont structurer les différents moments. Je parle de Claude, qui se trouve là, comme d'habitude, de Jacques, qui vont nous aider dans le cadre de l'EP10, qui est la structure que nous avons développée sur la réflexion éthique, la réflexion déontologique et l'intégrité scientifique au niveau de la faculté des sciences, plus particulièrement de cette université. C'était un besoin, il a été développé et je suis totalement à leur disposition. C'est ce que nous faisons ensemble et c'est toute l'équipe, je dirais, pédagogique qui est là et que je remercie donc en dernier. Je vais donner, si vous voulez bien, la parole en premier à une personne très importante puisque c'est déjà elle qui, il y a 1 an, ouvrait, qui est le professeur Catherine Chaussin, qui est de la faculté justement de médecine à laquelle j'appartiens de cette université de Paris et qui s'occupe de toute la recherche vice-doyenne de cette entité qui est extrêmement dynamique, en plus qui fait partie d'une autre discipline qui est l'odontologie, qui a été celle qui a été développée avec la médecine depuis 40 ans dans ces lieux, dans le cadre de l'éthique médicale, dans le cadre de mon laboratoire d'éthique médicale et biologique. Donc je donne la parole, si tu veux. Tu es là, Catherine? Bien sûr. Super, quel plaisir. Je te laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'aurais aimé être parmi vous au Saint-Père, mais hélas, j'ai le CAC facultaire qui commence dans 10 minutes. Donc, je n'avais pas le temps, même si je fais beaucoup de vélo dans Paris, je n'avais pas le temps de faire la distance entre mon bureau et les Saint-Pères aussi rapidement. Bonjour en particulier à notre amie québécoise Michel. Et c'est vrai que c'est très courageux de vous être levé aussitôt, mais je comprends, ça en vaut la peine. Je suis très triste de ne pas pouvoir assister à ces journées. Le programme est riche, dense, passionnant. Je vois qu'Antoine Ténière va venir ouvrir la séance. L'intelligence artificielle, tout le monde n'a que ce mot à la bouche. C'est the thing to do. Et effectivement, ça pose beaucoup de questions. Finalement, est-ce qu'on va choisir, est-ce qu'on peut laisser une machine à notre place choisir pour un traitement, qu'il soit chirurgical ou médicamenteux pour un patient. Et c'est beaucoup d'excitation dans le monde de la recherche, mais il faut bien sûr cadrer tout cela et aller dans les bonnes directions.
Alors, on a des très belles entreprises qui ont été mises en place par le gouvernement, en particulier Paris Santé Campus, dont Antoine va vous parler tout à l'heure. Ce qui est plus l'Université de Paris, on a Hâte Hôtel Dieu, qui est associé à la PHP. Et j'ai lu hier sur les réseaux sociaux que Paris Santé Campus et Hâte Hôtel Dieu avaient passé un accord. Donc, tout ça est extrêmement structurant pour notre périmètre national et régional. Donc, on est très enthousiaste. Recording in progress. J'ai vu en particulier qu'il y avait une intervention de mon collègue et ami Philippe Charlier qui va venir vous parler de son expédition Dakar-Djibouti. Et pour avoir la chance de travailler avec lui, je suis très, très triste de ne pas pouvoir écouter ce qu'il va venir vous expliquer. Donc, bonne journée. Vous allez être très bien guidé, j'imagine, par Christian et toute son énergie et son dynamisme hors norme. Non, Christian, tu n'es pas vieux du tout. Tu es tel le phénix. Tu renais toujours de tes cendres, donc ne parle pas d'âge. L'âge, finalement, c'est quelque chose qui est surtout dans la tête. Et puis, tu sais, tu vas avoir toutes ces petites machines d'intelligence artificielle qui vont pouvoir t'aider à aller de l'avant. Donc, très bonne journée. Vous allez avoir 2 journées formidables et je suis très heureuse de les ouvrir. Je vous souhaite beaucoup de sujets passionnants. Et j'espère à l'année prochaine avec autant de dynamisme, mais cette fois-ci en présentiel. Ça sera un grand plaisir, Catherine. Tu sais, je suis dans une période assez étonnante, c'est que je suis en train de repasser dans tous les conseils pour redevenir professeur. C'est très amusant pour ce département ONEL fait santé globale. Et tous ceux que j'ai nommés sont ceux qui me jugent. C'est très étonnant, je peux dire. Là, c'est une cure de jouvence, c'est magnifique. Tu verras, mais tu n'en es pas encore à ce moment-là. Merci beaucoup, Catherine. On t'applaudit parce que c'est un plaisir de t'avoir et nous donner ce label de l'Université de Paris que nous avons remercié pour toute l'organisation et surtout pour toute l'énergie que nous ne faisons que retransmettre. Nous allons... Bientôt. À bientôt. Nous te libérons. Nous donnons la parole, là, s'il le veut bien, à Antoine. Il n'est plus la peine de présenter trop Antoine Ténière. Antoine Ténière est un ami. Plusieurs fois, au niveau de l'IREB, il est venu communiquer. On ne rappelle pas ce qu'a fait Antoine Ténière, mais quand même quelques éléments. Tout ce qui était la simulation en médecine, en particulier dans le cadre pédagogique, a été une excellence qui l'a amené à être conseiller du ministère de la Recherche, d'ailleurs, de Madame Vidal en particulier. Il a été amené de prendre en charge au ministère de la Santé la Covid ou le Covid-19, ça dépend si on est du côté de l'Académie française. Et je suis heureux de lui donner la parole puisque maintenant il dirige une institution extraordinaire qui va donner ce dynamisme dont on parlait en termes de recherche et par rapport aux nouvelles technologies digitales. Et je lui donne la parole s'il est là, j'espère. Il m'a dit qu'il serait là. Il a peu de temps, car au même moment, comme vient de le dire Catherine Chancin, il a une manifestation qui commande dans peu de temps. Donc nous avons la chance de le récupérer. Antoine, tu es là ? Merci beaucoup, cher Christian. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'avoir été invité à dire un petit mot et je suis absolument désolé de ne pas pouvoir être en présentiel avec vous. Mais l'agenda du matin a été un petit peu changé ces derniers jours et j'avais prévu de vous retrouver. Néanmoins, je suis très heureux de pouvoir partager quelques éléments en ouverture de vos journées qui s'annoncent absolument passionnantes. Et vous savez que Paris Santé Campus que je dirige essaye de penser un certain nombre de directions, de mettre en place un certain nombre d'actions ou de réalisations autour des enjeux de l'algorithmique et de l'intelligence artificielle et des données de façon plus large, et notamment d'en imaginer, d'en penser les grands cadres et la façon dont ils s'intègrent dans les usages aujourd'hui de nos concitoyens du système de santé. Et en ce sens, je trouve que les réflexions que vous abordez à travers ces 2 journées sont absolument essentielles pour comprendre comment ces nouvelles approches vont transformer nos fonctionnements
faut transformer nos outils et surtout comment est-ce qu'on doit les penser dans une logique d'impact positif pour nos concitoyens qui respectent les enjeux humains et qui respectent les besoins de nos systèmes de santé. Et donc c'est un point absolument essentiel. Ce qui me fascine dans ces éléments et qui, je trouve, dépasse peut-être un petit peu plus les grands enjeux que la bioéthique a à aborder régulièrement à travers l'innovation, c'est qu'on voit à quel point finalement aujourd'hui on est dans une innovation de rupture. C'est-à-dire que sur des sujets d'innovation incrémentale, on peut imaginer des marches ou des étapes supplémentaires et essayer d'en anticiper les grands enjeux ou les grandes frontières éthiques et philosophiques. Mais aujourd'hui, on voit que l'arrivée de l'algorithmique et du travail sur la donnée, en amenant une vision complètement transformée de nos modes de raisonnement, de notre compréhension des systèmes, finalement bouleverse complètement la façon dont on va travailler, penser et accompagner le soin au quotidien pour nos patients. Et ça nous invite non seulement à essayer de penser des cadres éthiques, mais surtout une méthodologie autour de ces cadres qui doit nous amener à accepter qu'aujourd'hui, on ne voit pas ou on ne connaît pas tous les bouleversements qui vont arriver demain. Et quand je dis demain, c'est très proche. Et on a quelques exemples dans la littérature scientifique qui nous montrent à quel point, par exemple, la recherche d'un diagnostic, l'échange avec un patient ou le questionnement, qui sont finalement des bases de notre raisonnement clinique, sont complètement transformés par cette arrivée d'outils algorithmiques et à quel point ça change, comme je le disais, justement les cadres actuels. Et donc, au-delà d'arriver à imaginer comment est-ce que l'intelligence artificielle va améliorer tel ou tel processus ou changer telle ou telle prise en charge, c'est vraiment une transformation complète de la façon dont nous pensons la santé et ses nombreux aspects qui s'opèrent. Et je trouve absolument essentiel que des réflexions comme celles qui ont été initiées à travers ce programme soient portées pour faire en sorte que finalement ce progrès ait un impact positif et ne soit pas au détriment de ce qu'on pourrait redouter et qu'on voit à travers différents exemples où finalement les modèles d'utilisation de la donnée, les modèles d'algorithmes se font dans une logique complètement dérégulée. Et il suffit d'avoir un regard international rapide pour voir que d'autres continents, d'autres pays ont des stratégies qui sont soit beaucoup plus libéralisées, soit beaucoup plus contrôlées, et où finalement l'individu en tant que tel est oublié au centre de ce nouveau schéma qui se met en place. Et je pense que c'est notre responsabilité d'arriver à penser et à poser, au-delà d'un modèle souverain, un choix de société qui intègre ces nouveaux outils dans la logique qui nous a toujours animés, c'est-à-dire dans une logique d'humanité et de biens communs partagés à travers justement ces nouvelles approches d'algorithmique. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je sais que vous avez un programme extrêmement chargé et je suis très heureux de vous rejoindre dès que mon emploi du temps me le permet dans la journée aujourd'hui et puis sûrement demain. En tout cas, je vous remercie à nouveau beaucoup de cette invitation à dire un petit mot en ouverture de vos réflexions et je vous retrouverai avec plaisir dans la suite de ces journées. Merci beaucoup, chère Christian, à nouveau. Antoine, je suis très heureux que tu aies placé cette introduction sur un véritable choix de société. Et je soulignais tout à l'heure, dans les premières phrases que nous échangions avec les membres qui sont en présentiel, que nous n'allions sûrement pas dans ces interventions avoir une panégérie qui serait faite des nouvelles technologies. Et il est important que chacun ait un regard différent. Et c'est à partir de ces différents regards qu'une véritable synthèse et que le choix de société. Je me rappelle de Noël Lenoir, que tu connais également, lorsqu'elle a été, dans les années 86, faire son premier travail
justement en tant que mission et qui a permis ensuite le Comité national d'éthique, qui a permis les lois de bioéthique plutôt, eh bien, elle disait bien que c'était un choix de société. Et donc, depuis 30 ans, 40 ans, nous sommes astreints à ceci. Et l'intelligence artificielle, pour qu'il n'y ait pas de difficulté, pour que la confiance aux chercheurs et la confiance aux médecins se pérennise, se conforte, eh bien, nous devons faire ce débat de société. Je te remercie tout à fait de cette intervention. Nous te libérons, si tu veux bien, Antoine, et nous ne manquerons pas la prochaine fois, bien sûr, de te solliciter. Nous espérons que nous aurons la possibilité de partager nos présences. À bientôt, Antoine, c'est un plaisir. Merci, à plus tard. À bientôt. Alors, par rapport à ce que je disais, je vous